Bonjour, bienvenue dans cette petite leçon vidéo sur décrire un mouvement. Donc vous avez normalement lu le cours page 205-206 du livre. Donc la première chose dont il est question, c'est dans votre cours, c'est le système. Donc le système, c'est tout simplement l'objet que vous étudiez, à savoir par exemple une balle de tennis, une voiture, mais si c'est sur une voiture, vous pouvez vous intéresser plus particulièrement à la roue, au rétroviseur, que sais-je. Donc le système, c'est très important, c'est quel est l'objet qu'on étudie. Ensuite, le référentiel, c'est dans quel endroit ou par rapport à quoi surtout on va étudier le mouvement. Pourquoi c'est important? Parce que si je vous demande si vous êtes vous là en ce moment en mouvement ou immobile, ça dépend par rapport à quoi. Si je suis sur Terre et que je vous demande si vous êtes en mouvement, sans doute vous allez me répondre que vous êtes immobile. Effectivement, par rapport à la Terre, vous êtes assis chez vous, ou vous n'êtes pas en train de bouger, donc vous êtes immobile. Mais immobile par rapport à la Terre, car dans un même temps, la Terre, elle, fait le tour du Soleil en à peu près un an, et une ellipse de 150 millions de kilomètres de rayon à peu près, ça fait que vous êtes en fait à la vitesse de 110 000 km/h par rapport au Soleil. Donc la question du référentiel. Alors, il existe plusieurs types de référentiels, trois principaux pour nous. Le référentiel terrestre, donc c'est celui qu'on utilisera le plus souvent, c'est celui qui prend pour repère donc la surface de la Terre, ou le centre de la Terre, mais sans tenir compte de la rotation de la Terre à ce moment-là. Donc la Terre, en tout cas, le laboratoire, c'est très utile pour décrire le mouvement, par exemple, d'une voiture, d'un coureur, d'un avion. Voilà, c'est le référentiel terrestre. On l'utilise, c'est celui qu'on utilise quasiment toujours. Si par contre on veut décrire le mouvement de la Lune ou d'un satellite, le référentiel terrestre n'est pas forcément le plus utile. Et dans ce cas-là, on va utiliser le référentiel géocentrique. Géocentrique, ça veut dire le référentiel qui prend pour origine le centre de la Terre. Et ce référentiel va être très utile pour, par exemple, l'étude des satellites ou de la Lune. Alors juste, je reviens sur le référentiel terrestre rapidement. Comment le représenter? Vous avez la Terre ici. Un référentiel, c'est quoi? C'est trois axes d'espace. Donc, par exemple, là, on est à Hérouville-Saint-Clair et on a l'axe X, l'axe Y, l'axe Z. On vit dans un monde à trois dimensions spatiales, donc il nous faut trois axes pour pouvoir situer précisément un point et une petite horloge pour avoir la coordonnée en temps. Le géocentrique, lui, vous avez la Terre aussi, mais les axes sont cette fois pointés sur trois étoiles fixes, dites fixes, c'est-à-dire des étoiles qui, à notre échelle de temps, ne vont pas bouger. Et dans ce référentiel, par contre, la Terre, elle est en rotation, elle tourne. On a les axes X, Y et Z. Ici, le référentiel, vous voyez, il va tourner avec la Terre par rapport, par exemple, au référentiel géocentrique. Et enfin, le dernier, c'est le référentiel héliocentrique. Et celui-là, pour nous, il est très utile pour le mouvement, par exemple, des planètes. Le principe est le même que pour le géocentrique, c'est-à-dire que, sauf que cette fois, on est sur le Soleil. Donc le Soleil ici, on a trois axes sur trois étoiles fixes par rapport au système solaire. Alors, trois étoiles fixes à notre échelle de temps, à l'échelle de temps du mouvement qu'on utilise. En réalité, vous savez bien que tout bouge, l'univers est en expansion, donc il n'y a pas d'étoile fixe dans l'absolu. Mais bon, par exemple, pour quelques jours ou pour quelques années, on peut considérer que ces étoiles se situent au même endroit. Ce qui marche plutôt bien. Les constellations, par exemple, depuis 3000 ans, on peut bouger. Elles ont un peu bougé, mais peu bougé. Et là, par exemple, j'ai dessiné la trajectoire de la Terre par rapport au Soleil. Dans ce référentiel terrestre, vous, si vous êtes assis sur votre chaise en ce moment, vous êtes immobile par rapport à la Terre. Dans ce référentiel, vous n'êtes pas immobile, vous êtes en train d'effectuer une rotation en 24 heures par rapport au centre de la Terre. Et dans ce référentiel, vous avancez très très vite puisque vous parcourez une ellipse de 150 millions de kilomètres en
365 jours. Alors, au cours de ça, dans la phrase que je viens de dire, il y a deux choses qui ont été évoquées. Il y a la notion de trajectoire. Donc la trajectoire, c'est tout simplement, si je suis un objet, que je prends des photos au cours du temps, hop, voilà, par exemple une petite bille qui avance, je fais une photo, deuxième, troisième, quatrième. En fait, la bille, vous voyez qu'elle va occuper différentes positions au cours du temps. Eh bien, l'ensemble des positions occupées par la bille au cours du temps s'appelle la trajectoire. Donc la définition, c'est ensemble des positions occupées au cours du temps par un objet. C'est la trajectoire d'un objet. Et puis, il y a également la vitesse. Donc la vitesse, vous connaissez la définition, c'est la vitesse d'un corps, c'est la distance parcourue par ce corps, par cet objet, durant un intervalle de temps t. Alors en seconde, on va commencer à écrire plutôt delta t. Delta, le petit triangle, ça veut dire différence, puisque la vitesse, le t est réservé à l'instant. Par exemple, si je dis il est 14 heures, 14 heures c'est un instant. Mais si je dis que le cours va durer 1h30, 1h30 c'est pas un moment, c'est une durée, c'est la différence entre par exemple 15h30 et 14h. Et puisque c'est une différence, on utilise le delta t. Donc ça c'est la définition de la vitesse. Alors on a deux types de vitesse, on a la vitesse moyenne, par exemple si vous allez de Caen à Paris en 2 heures, 2h30 quand même, vous divisez la distance par le temps, 2h30, vous avez la vitesse moyenne tout au long du trajet. Bien entendu, de Caen à Paris, vous vous doutez que la vitesse n'a pas été constante. Parfois, la voiture a été plus vite, puis moins vite, plus vite, puis moins vite. Et donc, à un instant T, on va essayer d'avoir des vitesses qu'on appelle instantanées, qui sont les vitesses à des moments plus précis. Alors, avant de passer au calcul de la vitesse proprement parler sur un graphique et à comment on trace le vecteur vitesse, juste pour vous rappeler que l'ensemble de ces deux paramètres, trajectoire et vitesse, nous donne ce qu'on appelle le mouvement. Et ça, vous avez vu ça en troisième. Vous disiez d'un corps qu'il avait un mouvement rectiligne et accéléré, rectiligne et ralenti, curviligne et accéléré, curviligne ralenti, curviligne uniforme, rectiligne uniforme, circulaire uniforme, etc., etc. Donc il fallait à chaque fois un terme de trajectoire, rectiligne, donc en ligne droite, curviligne, courbe, circulaire, qui fait un cercle, et puis un terme de vitesse, puisque le mouvement est accéléré, ralenti ou uniforme. Alors, pour tracer le vecteur vitesse, c'était l'activité que vous deviez faire pour aujourd'hui, mais que vous pourrez finir pour la prochaine fois. On va prendre par exemple cette trajectoire-ci, la trajectoire numéro 3. Donc, bien, pour le calcul de la vitesse, il va falloir, donc au point 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, il va falloir se demander entre le point 4 et le point 6, ici vous avez le point 4, ici le point 6, quelle est la distance qu'il a parcourue en combien de temps? Et en fait, on va faire la vitesse moyenne entre 4 et 6, on considérera que c'est la vitesse instantanée au point 5. Donc ici, moi, mon objet, il a parcouru une distance de 3,5 cm, puisque je ne vous l'avais pas précisé, mais l'enregistrement est à l'échelle 1. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est en combien de temps. Alors entre chaque point ici, l'intervalle de temps tau est égal à 20 millisecondes. Autrement dit, 20 10 moins 3 secondes. Je m'aperçois en vous le disant que j'introduis une nouvelle lettre, donc c'est tau, c'est une espèce de t bizarre, c'est pour remplacer le delta t, si vous voulez. Quand on est sur des toutes petites durées, on utilise souvent tau. Mais bon, on va l'appeler delta t pour être conforme avec la définition qu'on a donnée tout à l'heure. 20, 10, moins 3 secondes, 20 millisecondes. Donc là, j'ai 20 millisecondes, et là, j'ai 20 millisecondes. Donc en fait, mon delta t total entre 4 et 6, on va aller de 4 à 6, est égal à 2 fois 20 millisecondes. 20 millisecondes ici, 20 millisecondes ici, ça fait donc 40, 10 moins 3 secondes, 40 millisecondes. Donc ma vitesse en 5 va être égale à C4, C6
Ça, c'est pour dire que c'est une longueur. Sur 40, 10, moins 3. Sur delta t de 4 à 6. Donc ça fait 3,5 cm sur 40, 10, moins 3 secondes. Ce qui fait donc 3,5 cm divisé par 40 exposant moins 3, 87,5 cm par seconde, ou 0,875 mètres par seconde. Alors, pour tracer ce vecteur, il faut que je prenne une échelle. Là, moi, l'échelle qui m'apparaît assez simple tout de suite, c'est de dire que 10 cm représente 1 mètre par seconde. Dans mon cas. Hein. Ce qui fait que là, je vais devoir faire un vecteur de 8,7 cm. Et comment je trace ce vecteur? Ben, tout simplement, il va être tangent. Vous voyez, à C4, C6. Tangent, ça veut dire parallèle. Tangent à la trajectoire, pardon. Excusez-moi, il ne va pas être tangent à C4, C6. Il va être tangent à la trajectoire. Et en fait, pour ça, on fait la parallèle à C4, C6. Et je dois faire, donc je fais la parallèle. Hop, et je dois faire 8,7. Voilà. Et donc voici V5 qui donc mesure 8,7 cm pour les 0,175 mètres par seconde et qui est parallèle à C4, C6. Voilà. Alors, peut-être que vous n'avez pas réussi à faire l'activité tout seul, c'était peut-être un peu compliqué, donc essayez de faire la même chose pour quelques points sur cette trajectoire numéro 3. Avec la donnée, n'oubliez pas, entre deux points, j'ai 20 millisecondes. Et puis, essayez de refaire la même chose pour ces points-là. C'est l'essentiel du travail de ce cours. J'espère que cette petite introduction vidéo a pu vous aider. À bientôt, bonne journée.